Notre monde a vécu. Le monde d'une société développée, soumise à ses désirs et cherchant à les assouvir perpétuellement. L'épidémie a balayé nos certitudes. Nous pensions nous en tirer sans payer le prix de notre immaturité. Mais le cordyceps a changé le visage de nos convictions. L'épidémie vira la pandémie et dévasta l'humanité. Les premiers survivants furent regroupés dans des camps militaires baptisés zones de quarantaine, placés sous loi martiale. C'était il y a 24 ans déjà. Depuis, les villes sont désormais abandonnées et la nature a repris ses droits. Infectés et bandits rôdent, et les rares zones sécurisées sont sous le contrôle de l'armée ou des lucioles, un groupe de miliciens qui s'oppose au régime militaire imposé par ce qui subsiste des forces armées américaines. Certains, comme nous, ont fait le choix de s'organiser par eux-mêmes, loin de tout et de tous, l'oubli étant la meilleure arme. Car dehors, rôdent toutes sortes de dangers, les principaux étant les infectés, des personnes contaminées par contact avec le sang, le plus souvent via une morsure, ou en respirant des spores en suspension dans l'air. Les claqueurs étant les plus inquiétants, les plus terrifiants et les plus violents. 2038, 24 ans après l'effondrement, pas très loin de Seattle, votre communauté comptant environ 500 personnes se trouve à 3 jours de Seattle elle-même, au nord-ouest des États-Unis. Votre camp, le camp d'Odessa, situé à l'est de Seattle, est séparé de la grande ville de l'État de Washington par une vaste forêt dense. L'État est une terre de contraste où les profondes forêts de la péninsule olympique sont parmi les endroits les plus pluvieux au monde, notamment la forêt humide de Howe. Une semaine. Cela fait une semaine qu'une première expédition fut envoyée en direction de Seattle pour récupérer des médicaments en raison d'une épidémie de légionellose qui sévit au sein de votre camp. Vous avez besoin d'antibiotiques, rapidement, car déjà 10% de votre communauté est touchée, et ça ne fait qu'empirer. Il faut donc faire vite, très vite. 10 personnes partirent. À présent, la seconde expédition, votre groupe, compte 4 personnes, pour limiter potentiellement les pertes et vous donner la possibilité de vous disperser plus facilement en cas de danger. Le but est simple sur le papier, atteindre l'hôpital Lake Hill, l'un des plus importants de Seattle, et y récupérer de précieux antibiotiques pour votre communauté. Vous savez que Seattle est une zone dangereuse. Outre les nombreux infectés et claqueurs présents, vous savez qu'un groupe paramilitaire connu sous le nom de WLF, le Front de Libération de Washington, ou WOLF, a pris ses quartiers dans différents secteurs de la ville. L'histoire commence 2 jours après votre départ vers l'ouest, en direction de Seattle, en passant par la forêt. Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des gens sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à un one-shot d'Halloween, Chronique oubliée, Last of Us. Bonsoir les amis. Salut. Allez, c'est Halloween. Avec un univers de jeu qu'on commence un petit peu à connaître, Chronique oubliée, donc publié par Black Book Edition. On les remercie pour ce magnifique système qu'on utilise très souvent. Dont on use et on abuse, oui, on peut le dire. Voilà, et eh bien, comme on profite un petit peu de ce système, on va surtout utiliser la partie donc Chronique oubliée, système zombie, donc avec des systèmes de points qu'on expliquera en cours de partie. Et donc c'est un système qui permet de bouger un petit peu de 3 choses à chaque fois qu'on a un univers de jeu différent. Donc là, on va tester quelque chose de différent pour Halloween. Un univers dur, celui des jeux, diffusé par Naughty Dog. Donc, qu'on remercie aussi pour ce magnifique univers de jeu. Et ça me tenait à cœur parce que c'est un univers qui est vraiment sympa, le jeu vidéo est vraiment cool. Donc on va voir si on arrive à recréer un petit peu cette ambiance du jeu. En tout cas pour Halloween, voilà, le contexte s'y prête bien. Et puis comme c'est des personnages nouveaux, qui ne sont pas tirés des jeux, ça va permettre de mieux connaître un peu ces personnages en les décrivant, et on va commencer par Danouk. Changeons le tour de table. Oui, donc je vais incarner Charlie, une personne qui essaye de s'en sortir par tous les moyens possibles et imaginables dans cet univers. Qui va partir donc dans cette aventure pour essayer de retrouver quelqu'un
qui lui doit quelque chose et qui lui permettrait de tenir une journée de plus. Voilà. Donc moi je vais incarner donc Ezra, qui en temps normal est le cuistot boucher de la communauté. Là je vais m'engager sur l'expédition pour essayer de retrouver mon frère, qui est donc la seule personne de ma famille qui reste depuis le début de la catastrophe. Et moi, je suis Abigail. C'est une femme qui a perdu sa famille, son mari et ses enfants. Elle vit, elle survit avec Hans et Nikki, qui sont le père et une fille. Et Nikki est souffrante et elle a besoin de médicaments qui lui sont indispensables. Et donc, du coup, l'expédition à Seattle permettrait d'aller en récupérer et de retrouver aussi son ami qui était à la base parti pour récupérer ces fameux médicaments qui ne sont toujours pas là. Donc, elle va aussi retrouver son ami qui, j'espère, sera quand même toujours là. On l'espère pour elle. Ouais, voilà. Et puis on va finir avec Chat. Et oui, moi j'incarnerai Elijah, qui a la cinquantaine. Lui, en fait, c'est un pathologiste, du coup, avant l'effondrement. Et il a dû s'occuper de son neveu, parce que sa maman est morte par infection, hein, bien évidemment. Et il l'a formé, du coup, pour qu'il soit lui aussi un peu touche-touche par rapport à trouver un virus et tout ça. Il fait partie de cette expédition. Et du coup, Elijah, il a un peu peur pour son fils adoptif. Et la suite après le générique. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour Los protéger nos Angeles est citoyens. désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Vous y pensez soudain, mais ce doit être le soir d'Halloween. Il fait environ 7 degrés. Le temps est humide et orageux. Les arbres couvrent le ciel nuageux. L'obscurité voile vos pas, tout comme l'immense manteau vert et noir sous vos pieds. Vous marchez d'un pas mesuré pour ne pas vous blesser. Il fait froid. Cette sensation est renforcée par l'humidité ambiante. Chaque vent léger parcourant l'immensité forestière semble chercher à vous faire claquer des dents. Les bruits de la vie animale nocturne sont une mélodie habituelle, vous accompagnant pour la 2e fois de votre trajet. Votre petit groupe s'est arrêté. À environ 50 mètres, la lumière lointaine de feu vous a intrigué et alerté. Gesticulant et miroitant de 1000 éclats orangés et jaunes, dans d'anciens barils à pétrole noir, les différentes flambées ne sont absolument pas naturelles. L'odeur naturelle de pin, qui flotte dans l'air depuis votre entrée dans cette majestueuse forêt, est à présent atténuée par l'odeur d'un feu de bois, émanant de cette zone qui agresse vos narines. Cette odeur est la vue de 5 corps flottants au bout d'une corde, le long de grandes branches d'un immense arbre, près des fortes sources lumineuses. Vous entendez quelques sifflements autour de vous. Des sifflements humains, assez nombreux. On vous a mis en garde sur ce groupe, les Séraphites. Une secte xénophobe, réactionnaire et hostile. Très hostile. Ses membres ont des cicatrices sur le visage, symbole d'appartenance à cette communauté, d'où le nom familier de Scar, pour les nommer plus couramment. Le crâne rasé représente, selon eux, leur pureté face aux péchés de ce monde. Cette secte, très virulente, communique par sifflement. Vous êtes à présent là, tapis dans la végétation de la forêt dissimulée par l'obscurité nocturne, face à un immense et ancien parking souterrain entouré par des barricades constituées de carcasses de voitures et des barils flambant joyeusement et se ravivant au gré du vent, protégeant l'ensemble de l'architecture. Abigail et Ezra, vous avez discerné très rapidement un membre de l'expédition précédente, conduite par 2 Scars à l'intérieur du parking. Joshua, un jeune homme noir, la vingtaine, le neveu d'Elijah.
Son visage tuméfié, constitué d'hématomes frais, recouvre une bonne partie de son visage, preuve s'il en fallait de la violence des séraphites. Ça vous a remué. Il semble avoir été torturé. Torse nu, via les reflets des braises virevoltantes au vent, vous observez de multiples traces de sang sur lui et son jean sale. Les 2 séraphites l'ont tenu, chacun par un bras, pour le soulever légèrement et ainsi accompagner sa démarche maladroite. Moi, je me tourne vers Elijah. C'est Joshua. Là-bas. Du coup, là, j'essaie de regarder la zone. Est-ce qu'il y a moyen de se rapprocher de manière cachée? Vous avez la végétation, vous pouvez essayer de vous glisser puis vous déplacer très lentement. Ok, et du coup, comme j'ai une très bonne acuité auditive, est-ce que je saurais dire à peu près combien il y a de personnes qui sifflent d'un côté de l'autre? Fais-moi un test de perception. Et donc, tu as un bonus, c'est ça? Plus 5. Et ben 7 plus 7, 14. Que ça soit du côté gauche ou du côté droit, donc aussi bien au nord qu'au sud, tu peux entendre qu'il y a à peu près une personne à chaque fois, donc du côté nord et du côté sud. Donc 2 personnes en tout, et opposées, l'une à l'autre. Bon, écoutez, il faut qu'on avance. Il y a, je pense, une personne de ce côté-là, une personne de ce côté-là. Il faudrait qu'on puisse réussir à se faufiler et... Vous voyez que je commence un peu à perdre mes moyens, du coup, là. C'est considéré comme une langue étrangère, leur sifflement? Oui. L'espéranto? Oui. Du coup, je peux faire un test pour essayer de le comprendre. J'ai un bonus à tous les tests de langue étrangère à l'oral. Tu peux. Ça va être avec quoi? Avec intelligence. Ok. 16 plus 1, 17. T'as l'impression que les sons... Alors, c'est une impression, ouais. Et tu te dis que les sons les plus courts, c'est quand ils captent quelque chose autour d'eux. Et là, j'entends des sons très lents. Bah écoute... Mais vous les entendez presque en continu. J'ai l'impression qu'ils communiquent vraiment comme un langage, mais toujours en sifflement. Pour l'instant, on a de la chance, ils nous ont pas repérés. Oui. Très bien, alors avançons. Continuons d'avancer. Doucement, alors. On se... discret. Donc, pour agir discrètement, test de dextérité. Donc, on va le faire dans le sens des aiguilles du monde. Donc, on va commencer par Charlie. Alors, Ensuite, j'ai Ezra. plus 2 à mon test. Plus ma dextérité. Ça fait plus 5. Ça fait 12. Ok. Ensuite, Ezra. Plus 2 aussi. 21. Ok. Abigail. 16. 16, d'accord. Du coup, moi, par rapport à ma capacité grosse tête, est-ce que je peux un peu évaluer par quel chemin passer pour faire le moins de bruit possible, ce qui me permet d'utiliser mon intel au lieu de ma dex? Oui. Yes. Faisons ça. Et ben, 9. Heureusement qu'on a fait ça, hein. Ok. Donc, vous déplacez, donc très lentement, vous déplacez entre les feuillages. Toi, tu te déplaces un peu plus sur la gauche, tu as l'impression que tu seras beaucoup moins visible. Et tous, vous entendez sur le côté gauche, donc au nord pour vous, vous entendez... Et donc, vous entendez un premier gros sifflement, et d'un coup, vous voyez, donc toi, tu entends... Et donc, une flèche qui part dans ta direction. Donc, là, vous entendez les autres qui font un énorme sifflement aigu, et qui commencent à se déplacer dans votre direction. Bien joué, donc, prof. initiative. Donc ça fait... T'as combien l'initiative? Alors, 17. Mon initiative est à 17. Donc c'est vous tous, les Scars, et ensuite donc Elijah. Donc, eh bien, Charlie, que fais-tu? Il y en a combien à peu près? Il y en a un qui est vraiment très proche de vous, donc qui se rapproche donc sur votre côté gauche, et qui avance, qui est vraiment très proche d'Elijah. Ils m'ont pas repéré, moi, en soi. Ils ont l'air d'avoir repéré que Elijah. Ou en tout cas, celui qui est sur la gauche. Eh ben, je vais essayer de m'approcher encore discrètement de celui qui est sur la gauche et de lui coller un grand coup de batte de baseball. Ok, ben vas-y, tu peux agir. Donc en fait, il est un peu surpris, donc tu peux agir directement sur lui. Ce qui fait que ça lui retire sa dextérité, sa défense. Faut que j'arrive à le toucher. Ah, 13 plus 1, 14. Ça touche. Donc fais tes dégâts, sachant que c'est des dés ouverts, donc si tu fais le max sur tes dommages, tu peux faire. J'ai pas dit que je l'utilisais à deux mains. Je l'utilise à deux mains ou à une main.
Je peux t'autoriser, ouais. À demain, ok. 3. T'as pas de bonus de force, hein. Non. 3, donc il est toujours là. Donc tu lui as donné un grand coup de batte, donc tu vois qu'il saigne donc, au niveau de l'arcade. Ensuite, Ezra. Est-ce qu'on en entend, nous, sur la droite, qui se rapproche de nous? Ouais. Donc, tu vois qu'il se rapproche et lui aussi, tu vois qu'il a un arc et il commence déjà à le tendre pour essayer de vous viser. Je suis à portée de lui pour lui mettre... parce qu'il nous a pas repéré, donc... Alors tu peux te déplacer pour aller jusqu'à lui et le toucher. Bah, je vais faire ça, je vais me déplacer pour aller jusqu'à lui et lui porter un coup de hache. Ok, donc comme il t'avait pas surpris, enfin comme tu le prends par surprise, pareil... Il y a un avantage en plus avec mon trait vicieux. Donc j'ai droit à un D, donc un D4 DM. Dommage supplémentaire. Dommage supplémentaire. C'est une cible surprise. Ok, c'est parti, allez. 20. Eh ben, tu doubles tes dégâts. Donc tu lances 2 fois tes dés. Donc c'est un D12. Là, ça fait 2 dés de 12. Et plus ton dé de 4, c'est ça? Plus un D4, donc c'est un D12 plus 3, et plus un D4. Donc 12. Bah tu peux relancer. 10. Il y a encore un autre. Je pense que c'est bon. 12. Tu peux me décrire de manière... Juste pour le plaisir, non, je fais 12. Bah vas-y. 12. Ça fait 24. Plus 10, 34. Plus 9. 34, ouais, plus 9. Tu peux me décrire de manière très violente la manière dont tu le tues de manière hyper rapide. Bah, je prends juste, je le vois tendre son arc et moi avec la hache, je lui mets un coup directement dans la gorge en fait, pour le décapiter. Ok, et donc t'entends un râle et aussitôt, il tombe à terre. Ensuite, donc, Abigail, que fais-tu? Moi, du coup, il y en a d'autres qui sont... Ouais. T'en as un qui se rapproche, donc il était au niveau de la barricade, tu vois, qui se déplace dans votre direction et il peut être à votre contact à ce tour. D'accord. Aussi, tu peux aller à son contact ou utiliser autre chose. Non, je vais prendre mon arbalète. Ok, bah vas-y. Alors, 16. Ça touche. Ouais. Dégâts, 2 dés de 4. 2 plus 3. Enfin, du coup, 3 en tout. Ok, 3 en tout. Donc, il est toujours là aussi. Donc, à eux. Donc, il y en a un qui se déplace. Ben, celui qui a été touché, il essaye de te viser. Ok. Donc, hop, t'as 13 en défense. Donc, ça non, ça rate. Est-ce qu'il a pas son bonus? Celui donc, qui se déplace, il se déplace dans ta direction. Alors, il se déplace pas, il se déplace encore un petit peu. Et après, il utilise son arc pour essayer de te viser. Il fait 20. Oh. Ça fait 8 points de dégâts. Donc il tire, donc ça touche donc au niveau de l'épaule. Le quatrième, lui, il continue à se déplacer. Il essaye de viser 1, 2, 3, 4. Ben, il vise donc, voilà, dans ta direction. Ça touche et ça fait 6 points de dommage. Donc il arrive, il tente et il touche donc directement au niveau du bras. Ensuite, à toi, Elijah. Heureusement, je suis droitier. Du coup, lui, il est trop loin de moi. Par contre, est-ce que celui qui l'a attaqué... Oui, vous êtes tous les deux au contact. Du coup, je sors mon poignard et j'essaie de le toucher. Ok, eh ben vas-y. 9. 9, ça rate. Donc, nouveau tour. Je continue à le frapper à la batte de baseball. Eh ben vas-y. 18 plus 1, 19. Mais ça touche. Donc toujours à 2 mains. N'est pas changé. 4. Ok, donc il est toujours là. Ensuite, donc Ezra. Ils sont où par rapport à moi là? Ils sont à portée si tu te déplaces, que ce soit celui sur Elijah et Charlie, ou les deux archers se trouvant face à Abigail. La forêt autour de vous semble s'agiter. Le vent s'engouffre contre les arbres et balaye les herbes hautes. Les carcasses de quelques voitures se discernent par endroits, vestiges malheureux d'un passé aujourd'hui révolu. Ezra, tu vois que les deux scars portent de longs imperméables marrons et cherchent le meilleur angle pour atteindre Abigail. Je vais aller sur un des deux archers. Ça marche. Celui qui est déjà touché ou l'autre L'autre. Ça marche. C'est mieux si je lance le dé. Des Romains. Donc c'est bon, je suis à portée pour pouvoir l'attaquer? Ouais. Donc tu peux te déplacer directement, donc tu arrives à son contact et tu peux agir. Donc 12 plus... donc c'est contact uniquement, donc 16. Ça touche. 12. Oh, mais quel... 11, donc ça me fait 23 et j'ai des 4 à rajouter.
Oui, besoin. Décris-moi la scène. De manière brute et Je vais te violente. prendre t'aider si ça te dérange pas pour lancer mes jets. Non, tu touches pas à m'aider, s'il te plaît. Bah pareil, j'arrive en courant sur celui-là et je lui mets la hache en plein milieu du crâne. Ok, donc ça gicle légèrement sur toi, tu vois qu'il a tenu tes épaules et tu vois qu'il te regarde comme ça légèrement et il tombe à la renverse sur le côté. Attends, je m'essuie là parce que je me suis pris un peu là. Ensuite, Abigail. Donc là, il vient de tuer celui qui était en face de moi là. Celui qui était un tout petit peu plus éloigné. Un peu. Donc moi, j'en ai toujours un qui est vraiment Ouais. à proximité. Ouais, t'avais là, touché. je peux être au contact avec lui. Tu peux être au contact avec lui, ouais. Ok, d'accord. Bon bah je pose mon arbalète de côté et puis je prends mon tuyau pour aller vers lui et... Ok, alors si tu prends une autre arme, ça va prendre un tour pour sortir ton arme. Et après agir. Ah ouais, donc on va peut-être pas faire ça. Bon bah je le revise du coup avec l'arbalète, ça. Ça fait 21. T'as fait un 20 ou... Ah non, c'est 19. 19. Ah, ok. Bah donc ça touche. Ok, Donc fais tes dommages. on y va là. Bon, 1. Allez, un petit 4 là. 2, pas 3, toujours. Hein. Ok, donc il est toujours là. Ensuite, à eux, donc celui sur Elijah et Charlie. Donc Elijah, Charlie. Donc 1, 2, 3, 4. Donc sur Charlie. Ça rate. Ensuite, sur Abigail, ça rate aussi. Donc il a essayé de tirer, mais ça passe juste à côté. Elijah. Bah, je vais y réessayer avec mon petit couteau, mon petit poignard. Et ben vas-y. Oh, bah oui, j'ai fait 3, tiens. Nouveau tour, donc Charlie. Eh bien, je continue à lui taper dessus avec la batte de baseball. 10 plus 1, 11. Ça touche. Oh, d'accord. 4. Ben, décris-moi la scène. Je le pousse avec ma batte de baseball, je l'allonge au sol et je lui écrase la trachée en fait en prenant appui sur mon pied avec la batte de baseball. Donc tu vois qu'il essaye de se maintenir tant qu'il peut et au bout d'un moment tu parviens juste au niveau de sa trachée, t'entends un gros craquement et il s'arrête aussitôt. Et tu vois donc cette grosse cicatrice qui barre son visage et tu vois qu'il tombe donc légèrement sur le côté. Une fois que c'est fini, je glisse juste un docteur, pas professeur. Ensuite Ezra. Bah je vais sur le dernier. Ok, bah, vas-y. Allez. Ah, 7 plus 4, 11. Ça touche. 1. On peut pas réussir à tous les coups. Alors j'ai fait 1, donc plus 3, parce que j'avais le truc, donc ça fait 4, plus le D4 à lancer. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Mais garde-le pour Tu es deux. un monstre. Donc ça fait 6. Décris-moi la scène. Oh Bah j'arrive simplement, je la plante dans le dos pour le foutre à la renverse, quoi. T'entends un gros râle. Tu sens qu'il voulait lâcher un dernier sifflement et en fait au moment où il sent l'impact, tu sens que ça s'étouffe dans sa bouche, t'entends un gros raclement et il tombe à terre. Et donc avec ta hache, et donc t'as plus qu'à la retirer aussitôt. Juste à ce moment-là, vous entendez un gros grondement au-dessus. L'orage. Pas de pluie, le silence total, plus de sifflement. Et vous avez toujours donc ce bruit donc, de miroitement donc, de ce feu qui continue donc, toujours à se désagréger à l'intérieur donc, de cette barricade. Et donc, que faites-vous? Vous savez combien ils sont ces connards? Non, je sais pas du tout. Il doit y en avoir d'autres Il dans a le l'air parc, d'être dans leur petit papier. Ça rien. Non mais je sais pas, c'est peut-être une estimation. Vas-y, va leur demander. Où est-ce qu'elle est blessée, la petite dame? Là, à l'épaule. Ouais, à l'épaule. L'épaule. Et du coup, c'était une flèche? Ouais, elle est toujours là. Oui, bah c'était ça ma question. Non, mais moi... Mais oui, mais moi, tu m'as dit au bras, mais pareil, est-ce que c'est l'épaule? Est-ce que C'est au niveau donc, du biceps. Ok, donc moi je vais essayer de me faire un garrot pour essayer de pas trop saigner et pendant que tu causes. Je regarde vers le parking s'il n'y a pas du mouvement d'ailleurs. Moi un test de perception. 9. Ouais, donc tu regardes, mais il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement. C'est tranquille. Une fois que j'ai fini de la soigner, vous permettez, j'essaye d'écouter un peu là. Ce qui cause trop là tous les deux. J'ai fait 1. Allez, c'est la soirée. C'est pour Halloween. C'est pour vous, public aimé. Bah écoutez, j'entends rien, je pense qu'on peut y aller.
Ou alors c'est qu'on causait trop fort. Je suis sûre de moi, pour le coup. Tu crois que c'est sans danger? Bon, j'écoute aussi au cas où. Vas-y. C'est perception? Ouais. Ça fait 9. Ouais, j'entends rien. Moi. Bah après, avec l'orage, c'est peut-être plus compliqué. Je vous avais dit. Allez, on y va. Toujours en discrétion ou vous avancez un peu plus vite? Non, toujours discret. Oh, discret. Donc refaites-moi un test de discrétion avec dextérité, donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. 7 plus 3, 10. Plus 2, 12, pardon. 7 en tout. 21 en tout. Pareil que tout à l'heure, je vais essayer de un peu mieux me concentrer ce coup-là pour regarder. Donc bonus d'intelligence à la place de dextérité. Voilà, sans faire de bruit. Et du coup, 15, voilà, plus 3, 18. Vous vous déplacez et vous arrivez devant cette barricade sommaire constituée d'anciens barils de pétrole hauts de 75 cm et de carcasses de voitures. La chaleur des puits de lumière contraste avec la fraîcheur et l'humidité ambiante. Les perles de sueur qui parcellent votre visage sont autant dues au violent combat précédent qu'à cette atmosphère étouffante. À côté de vous, 2 barils, un peu plus proches, laissent émaner une odeur de bois résineux brûlant lentement. Vos visages s'animent au gré de la lumière changeante et des ombres dansantes à chaque étincelle. Le ballet orchestré par le vent, avec les étincelles rougeoyantes, font penser au vol de milliers de lucioles dans le ciel d'encre. L'orage gronde une seconde fois. L'atmosphère est de plus en plus électrique. Vous apercevez le passage menant à l'intérieur du parking, dont le nom se devine en toutes lettres sur la façade. Cette entrée est une longue pente descendante, tel un gouffre béant vers l'obscurité, vers l'intérieur des différents niveaux de l'immense parking souterrain. Il fait noir dans le parking? Ouais. On voit même pas une lumière au loin. Non. On n'entend pas de bruit. Parce que maintenant qu'on est un peu plus près, on peut peut-être... Non. On est sûr qu'ils se sont dirigés dans le parking? De loin, dans la parking? Oui. Non, sûr. Alors. Et pas de lampe. Enfin, de quoi faire des lampes torches, comme ça. Alors vous en avez, vu que vous êtes parti en expédition, vous êtes parti avec des lampes. Alors, masque à gaz aussi. Partons du principe que du coup, s'ils avaient... Si le mec était s'il est descendu, il a forcément allumé sa lumière sur de lui. Sachant qu'en plus les infectés voient pas forcément la lumière, c'est pas ce que j'ai compris. Alors ça dépend lesquels, les coureurs si, mais pas les rôdeurs ni les claqueurs. Oui, voilà. Mais du coup, on verra certainement sa lumière. Donc, si on juste un coup de lumière, un coup de lumière allumée, un coup de lumière éteinte, juste pour voir ce qu'il pourrait y avoir devant en fait. Ok. Qui passe devant. Moi, celui qui a eu l'idée. Non, moi j'ai juste fait clic. Ah, maintenant vous démerdez. Mais on a vu quelque chose? Enfin, tu l'as fait ou pas? Bah oui, tu vois en fait ça descend. Donc ça descend pour un niveau, mais... Il n'y a pas l'air d'y avoir de sport ou de choses qui s'échappent. Non. Si je peux me permettre, Abigail, vous êtes la seule à avoir une arme qui peut tirer loin sans bruit. Oui. Je passe devant? Stratégiquement, ce serait pas mal. Ok, donc je prends mon arbalète en main et je descends. Ok, donc tu descends et puis au bout de 15 mètres, t'es dans le noir total. Tu continues à avancer. Donc vous la voyez s'engouffrer, puis à un moment donné, vous la voyez plus au bout de 15 mètres. Non, bah moi je m'arrête, si je vois plus rien, je... On la suit. On peut pas la laisser avancer toute seule. Ah non, si je vois rien, j'arrête. Hein. Ouais, donc au bout de 15 mètres, vous êtes dans le noir total. Je suis d'avis pour commencer votre idée. Ok. Alors j'allume, je laisse allumer un tout petit peu plus longtemps quand même pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus claire de ce qu'il y a devant, et puis après je rééteins pareil. Tu rallumes. Au-delà des véhicules poussiéreux et fantomatiques de ce vieux parking, tu discernes au fond d'un des coins de l'espace environnant une cabane en bois. La cabane est sommaire. Quelques colifichets ont été placés çà et là sur les côtés de l'entrée, recouvertes par un voile noir. D'infimes bougies éteintes trônent sur les côtés. Au-dessus du voile formant l'entrée de cet étrange petit bâtiment, le crâne d'un cerf. Est-ce qu'on entend quelque chose? Non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans ces cas-là, je vais juste
passer un tout petit peu la main devant, juste pour qu'on puisse éclairer, devant le faisceau de la lampe, pour qu'on puisse éclairer le sol, voir où on marche, et qu'on puisse s'approcher, peut-être un poil plus discrètement de la cabane. Donc, Tout en tendant l'oreille. Ok, donc vous avancez. Au bout, alors la sorte de cabane, vous dirigez vers la cabane? Ouais. Donc ça prend, c'est bien une vingtaine de mètres. Donc au bout de 10 mètres, vous entendez un bruit. Ça a l'air d'être un bruit de pas. Un petit peu plus profond que là où vous êtes, peut-être à un niveau inférieur. Vous entendez le bruit caractéristique d'un claqueur. Et vous entendez deux, trois pas. Vous sentez qu'il avance, il est en sous-sol, et c'est tout. Est-ce qu'il y aurait un espèce du coup, comme il éclaire un peu, est-ce qu'on peut voir un espèce de passage qui est fréquemment utilisé? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc quand vous regardez un petit peu, faites-moi un test de perception. Il a fait 11. 9, 8, pardon. Ok. 15. Elijah et puis Abigail, vous pouvez voir donc des traces de pas qui mènent vers cette cabane, et vous voyez qu'il y a plusieurs allers-retours. Et uniquement dans ce passage-là. Et en fait, la cabane, elle permet visiblement d'accéder à l'étage du dessous, ou c'est juste une cabane? Non, c'est juste une cabane. Alors peut-être il y a peut-être quelque chose qui a creusé en dessous, à l'intérieur, mais en tout cas, non, c'est vraiment sur le niveau où vous êtes. Ok. On voit le genre de parking que c'était, genre il y a une pente pour descendre et juste à côté il y en a une pour redescendre encore plus. Si on regarde un petit peu sur le côté gauche, ouais, vous avez de quoi descendre. Donc en gros de la menace pour arriver derrière. Ouais, ou de la gauche. Quoi. Alors je me dis ça dans ma tête, je leur dis pas. Je veux bien préciser que je ne parle pas, je fais pas de bruit. Ok. On peut faire signe d'entrée, de toute façon, on n'a pas le choix. On a toujours nos armes dans nos mains. Moi, je vous montre du regard les pas, puis vers la cabane, quoi. Donc vous déplacez, vous arrivez devant ce grand drap noir. Vous sentez que ça bouge très légèrement. À l'écoute, on entend s'il y a une respiration dans la cabane, quelque chose. Vous entendez un léger souffle, très léger, irrégulier, mais vous entendez respirer. Ok. Du coup, pour moi, c'est Joshua. Je soulève la... Tu soulèves rapidement le pan du drap et tu découvres un espace qui te semble bien plus important qu'à l'extérieur. Les deux côtés les plus longs de cette cabane se rapprochent petit à petit vers le sommet, formant ainsi un triangle tel une tente rigide. Des bougies, à différents endroits sur les côtés, rougeoient fébrilement dans de grands réceptacles noirs, en une sorte d'offrande envers quelque chose, ou quelqu'un. De même, sur les côtés, du sel, des tas de quantités de sel, dans des récipients qui ont été placés le long de la cabane. Au bout de ce lugubre endroit, un vieux matelas sur lequel est posé un mannequin, dans une position de prière face à un autel constitué de différents crânes. Des crânes d'animaux, divers, mais aussi des crânes humains. Ça sent étrangement à l'intérieur, une odeur de fer et de beurre rance. Des racines sauvages tentent de grignoter la toiture et donnent une sensation étouffante, désagréable au lieu. De l'encens tente de faire partir cette odeur qui vous prend malgré tout au nez. Sur le vieux matelas sale, près des genoux du mannequin en prière, un jeune homme que tu reconnais aussitôt, Elijah. C'est Joshua. Tu l'entends, tu entends sa légère et fragile respiration. Le mannequin semble l'observer ou attendre quelque chose de lui. Ce mannequin est à genoux, le dos plié vers l'avant pour que ses mains de plastique touchent le matelas en une forme de litanie funèbre. Ton neveu est libre de ses mouvements, Elijah, mais semble comme mort. De votre côté, Abigail, Charlie et Ezra, pas de trace des deux séraphites. Très sincèrement, là, je pense que je réfléchis pas. J'essaie de faire attention à pas faire tomber de choses, mais je vais vite vers Joshua. Donc tu arrives vers lui, tu vois qu'il a d'énormes hématomes, il a du mal à respirer, tu vois qu'il t'observe juste de son œil valide,
Il te Je regarde mets tout de suite mon doigt sur la bouche. et il allait dire quelque chose et tu vois qu'il... Et il tombe. Mort. J'essaie de le... Non. Oh non. Tu déconnes. J'y crois pas. J'y crois pas, je sais pas, j'écoute ce qu'il respire et Il respire plus. je commence à lui faire un massage. Donc vous voyez en fait donc Elijah faire un massage à Joshua. Ça fait du bruit ou pas? Non. Bah non, t'as le matelas, enfin... Oui, non, mais ça pourrait, tu pourrais faire bouger un truc au passage. Et vous, pendant ce temps, vous voyez qu'il y a un sac qui est pas très loin, juste à côté de Joshua, qui a été entrouvert. Je vais fouiller le sac. Moi, je reste à l'entrée, en fait, pour écouter. Il y a du mouvement dans le parking. Fais-moi un test de perception. 14. Ok. Donc t'entends toujours le claqueur. Et tu entends que c'est beaucoup plus proche. Ok, donc je regarde, j'essaie de leur faire signe sans faire de bruit. Bah tu vois que ouais, Elijah est... Sage, là, je... Ok, bah du coup, moi je vois qu'il me fait signe, donc je m'approche et pour voilà. Je lui fais les mêmes signes en fait, d'arrêter en fait, que c'est fini. Je prends ma tête entre mes mains. Du coup, moi, j'ai toujours le sac sous la... J'écarte juste, tu vois, je cherche à faire le moins de bruit possible, donc j'écarte juste un tout petit peu le tissu pour voir ce qu'il y a dedans. Tu vois des vêtements, tu vois un dictaphone, et tu peux voir aussi une boussole. Ok. Et tu peux voir aussi une ration. Bah, je vais prendre le dictaphone. J'allume pas, bien sûr. Et la boussole, je pense aussi. Ouais. Et donc pendant ce temps, Abigail, tu fais quoi? Donc t'as Elijah, donc t'as essayé de le raisonner. Et ben du coup, non, bah je fais rien de particulier à part essayer de l'entraîner avec nous. Donc Elijah, que fais-tu? Tu sens en fait Abigail qui te tire. T'as le corps de Joshua qui est sur ce vieux matelas pourri. Cette sorte de pantin qui est face à lui. Je voudrais prendre quelque chose à lui, tu vois, je sais pas s'il a un truc qui était dans un plan de sa chemise, j'en sais rien, tu vois, un bracelet, un truc, enfin... Tu vois un vieux bracelet en cuir. Ça. Je me lève. Bah, j'essaie de... Y a pas de... Est-ce qu'on voit nous de la lumière si je lève un peu le drap, je vois de la lumière dans le parking, quelque chose qui peut me voir? Non. On peut pas voir sa silhouette. Après, techniquement, on sait qu'un claqueur, il voit pas la lumière. Donc... Oui, mais on sait pas s'il y a pas autre chose qu'un claqueur dans le parking. On entend qu'un bruit de pas, qu'un seul bruit de pas. Ouais. Y a pas d'autre accès là où on est? Non. On n'entend qu'un seul bruit de pas. S'il y avait des coureurs, ils courraient. On entendrait les bruits de pas. S'il y avait des rôdeurs, c'est pareil, ils ont tendance à faire des rondes, quoi. Oui, il y a peut-être des humains qui sont comme nous en train d'attendre. Donc là, vous entendez que ça résonne un peu plus, donc ça a l'air de se trouver un petit peu plus proche de vous encore. Et vous l'entendez. Bon, vu que ça se rapproche, là, on a tous une lampe torche sur nous. Ouais. Donc j'ouvre un peu le drap pour regarder dehors et j'éclaire le parking pour voir si je le vois en fait. Donc tu peux l'apercevoir. Tu vois qu'il est juste au niveau donc, du passage qui permet de conduire au niveau inférieur. Donc il est sur la plateforme où vous êtes, mais juste au niveau de l'entrée. Et donc vous voyez qu'il avance. Il a l'air de tituber très légèrement, il avance. Mais il est sensible à la lumière, c'est-à-dire si on le fait le... Non, il voit rien. Il voit rien, mais il a une très très bonne ouïe. Son visage, complètement incliné, est marqué par le champignon développé à partir de son cerveau. Les plaques fongiques se sont propagées sur l'ensemble de son corps. Des spores qui pullulent au-dessus de lui. Ses dents pourries sont monstrueuses. Il avance de manière quasi fantomatique, au gré de votre lumière qui l'éclaire fébrilement, ainsi qu'une partie de ces vieux parkings abandonnés, entourés de véhicules de l'avant. Sa démarche est saccadée, gesticulant avec un râle très étrange, inhumain. Sur le mur, et une partie du plafond, vous voyez se dessiner son inquiétante silhouette distordue liée à la projection lumineuse de votre torche. Il continue à avancer, lentement, mais sûrement, dans votre direction. Elle a l'air de se déplacer vers l'extérieur du parking? Plutôt en direction de la cabane, mais très lentement.
Est-ce que je vais profiter de ma lampe torche que je suis en train de regarder pour voir si je vois pas d'autres accès, genre une échelle de secours ou une autre porte de secours? Bah, vous avez l'entrée que vous avez prise, que vous Il y a pouvez... d'autres sorties possibles? Non. En tout cas, pas dans la zone où vous êtes là. Mais vous pouvez continuer sur votre droite. Donc je serais plutôt d'avis de trouver quelque chose et d'essayer de lancer quelque part pour faire diversion, en fait, faire un son ailleurs que de notre côté, pour changer sa direction. Au dernier recours, je prends quand même quelques gris-gris dans la cabane que je mets dans ma poche si jamais j'ai besoin de faire diversion. Et bah effectivement, je dis doucement, discrètement, on essaie de sortir, de contourner. Sinon, je pourrais essayer de tirer une flash justement vers le parking qui descend, comme ça leur ferait... C'est ce que je me suis... Faudrait que ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, mais j'ai pas envie de te le dire pour faire de bruit. Mais bon, ce serait une façon de l'éloigner et qu'il retourne de là où il vient. Ou une façon de l'énerver. Hein? C'est une façon de l'énerver aussi. Le bruit de ta corde qui va claquer contre la flèche, ça va... il est pas. Voilà, c'est ça le problème. Bah ouais, mais en fait, je pense que je me dis qu'avec le temps, on a tu peux développer des techniques pour parler sans... Ouais. Bon, en gros, vu que j'étais à la porte, je leur dis discrètement, on le contourne. Oui, voilà. Ok. Eh bien, ça va être un test de discrétion avec dextérité. Donc on va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je rappelle que vous avez aussi des points de chance que vous pouvez utiliser avant votre jet, ça vous rajoute plus 10. Ouais, d'ailleurs, je vais faire ça. Ouais, bah heureusement, ça fait 8, ça fait 18. Ah bah tiens, il volait pas. Chance. Sûr de lancer un objet après. C'est ça. Allez. 20. Non naturel. Enfin, 22 même. 12. Même système que tout à l'heure, je regarde pour passer machin truc, et comme ça j'utilise mon intel. Et du coup, ça me fait 19. Ok. Donc vous vous déplacez discrètement, donc très légèrement le contournant. Vous passez de véhicule en véhicule. Vous voyez qu'il avance toujours vers la cabane. Et tu vois qu'il continue à avancer. Il bute contre la cabane, tu vois qu'il continue à se déplacer très lentement. Et vous arrivez jusqu'à l'entrée que vous aviez déjà prise. Et vous pouvez remonter vers l'extérieur. Ok. Et vous entendez petit à petit s'éloigner, donc le bruit du claqueur. Donc vous êtes de nouveau à l'extérieur. Vous sentez un vent frais, donc vous sentez que la pluie va bientôt arriver. Vous avez l'orage qui continue à gronder dessus. Une fois qu'on est sorti à l'extérieur, je m'éloignais suffisamment, de façon à être suffisamment sûr qu'ils n'entendent rien. Bah du coup, je prends le dictaphone et j'écoute en fait ce qu'il y a sur le dictaphone. Ok. Avec les autres? Oui. Ah, s'ils me rejoignent. Tu reconnais le dictaphone de Joshua? Je te le prends des mains. Je te le prends des mains et je démarre. Premier enregistrement. Vous reconnaissez la voix de Joshua. Eh bien, voilà. Nous sommes partis vers le Grand Ouest sauvage, direction Seattle. Écoute, Ellie, je ne le fais pas contre toi, j'ai besoin de faire les choses à ma manière. Maman aurait certainement voulu que je réalise ses rêves et les miens. Je dois me débrouiller par moi-même. Tu seras pas toujours là. Deuxième enregistrement. Vous reconnaissez la voix de Grant. Je te les ai amenés, putain. Ne me dis pas que ça vaut rien. Tu sais ce que ça me coûte. Vous ne reconnaissez pas la voix de celui qui lui répond, mais c'est une voix grave et mauvaise. Oui, bien entendu, Grant. Mais comprends-moi bien. Comment puis-je faire confiance à un type qui est prêt à vendre ses habits pour une ration supplémentaire? Te fous pas de moi, putain. J'ai fait ce que j'avais à faire et ça t'a été utile. Ah ouais? Vraiment? Ne me fais pas ça, putain. Bon. Je suis magnanime. Je vais te laisser une chance. Tu vas me rapporter ce dont ils avaient besoin. Les antibiotiques se trouvent sûrement encore à l'hôpital. Tu vas me les récupérer. Mais attention, car il doit y en avoir encore. Les Wolves, dans les parages. Si tu me rapportes les antibiotiques, tu feras partie des nôtres. Sinon, Abigail, tu reconnais la voix de ton ami Essa. Salaud! Salaud! Grant, j'ai ma fille. Je veux revoir Nikki. Elle a besoin de moi. Elle n'a...
bien. Tu me ramènes tout ce que tu trouves dans cet hôpital. Tu ne laisses rien pour ta communauté. Elle crèvera la gueule ouverte. Ça en fera moins à abattre ensuite. Je te laisse 5 de mes hommes, pas un de plus. Tu réussis et tu auras droit à ton petit coin de paradis. C'est clair? Oui, clair. Et qu'est-ce qu'on fait d'Alan? Tu lui as bousillé le genou. Lui, je m'en occupe. Qu'on soit clair, Ezra, ton frère est mort. C'est pas possible, il y a une explication, je comprends pas qu'il agisse comme ça. C'est pas lui, et c'est pas le frère que je connais, quoi. Je comprends pas. Ton frère est mort. Et la suite, au prochain épisode. Voilà. Oh là là. Il y aura une deuxième partie. Partie 2. Bien, j'espère que vous avez aimé cette première partie. Je sais pas si vous, d'ailleurs, autour de la table, vous avez apprécié cette partie de... On est un peu tendu, là. Hein. C'est chaud. Ouais. En tout cas, on espère que vous avez senti un peu l'ambiance de Last of Us. C'était le but, hein, vraiment. Bon, on espère qu'on aura des retours sur cet épisode. J'espère que vous êtes amusés. Ouais. Puis de toute façon, on va poursuivre l'aventure. On va voir ce que ça va donner. Hein, cette poursuite à la fois donc, de la première expédition, enfin du peu de l'expédition, et puis des antibiotiques. Et on se retrouve d'ici 2 semaines. Ouais. Pour la suite de l'épisode. N'hésitez pas à mettre des pouces sur cet épisode si vraiment vous l'avez apprécié, des messages, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager aussi parce que ça peut nous aider. Un Tipeee aussi, hein, on a un Tipeee, donc si vous voulez nous aider aussi financièrement, c'est pas une obligation, mais si vous appréciez cette émission et que vous voulez nous aider à monter de gamme, parce que nous sommes, on va dire semi-pro, hein, une petite émission. On est une petite émission. Et ben, vous pouvez nous aider, même 1 euro symbolique, ça peut toujours nous aider. Voilà. Et puis on a un Discord pour nous dire vraiment si vous avez apprécié. À quel point Grant c'est un bâtard. J'ai l'impression de faire le Mortal Kombat. Voilà, et puis dans 2 semaines, hein, pour la suite, la partie 2 de ce one-shot Halloween Chronique oubliée Last of Us. Voilà, dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Courage, elle arrive, elle a...